Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reconduit à son poste son premier ministre démissionnaire Boubou Cissé et l'a chargé de former le prochain gouvernement, malgré la grave crise politique que traverse le pays. En République démocratique du Congo, une peine de 20 ans de prison a été requise jeudi par la justice congolaise contre Vital Kamerhe, principal accusé d'un procès anticorruption sans précédent. Et puis au Sénégal, le service de la dette sera allégé de 90,57 milliards de francs CFA cette année. Ceci grâce au moratoire décidé par les pays du G20 qui servira à lutter contre les conséquences du coronavirus. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reconduit à son poste son premier ministre démissionnaire Boubou Cissé. Il l'a chargé de former le prochain gouvernement. La confirmation à son poste du premier ministre intervient sur fond de mécontentement sans cesse croissant dans le pays. Les détails. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a reconduit ce jeudi à son poste son premier ministre démissionnaire et l'a chargé de former le prochain gouvernement malgré une grave crise politique qui secoue le pays. Avec cette reconduction de Boubou Cissé, le chef de l'État semble avoir choisi au moins pour le moment de ne pas sacrifier son premier ministre à son poste depuis 2019. Il faut dire que la démission du chef du gouvernement s'apparentait à une formalité après la récente installation d'un nouveau parlement consécutive aux élections législatives de mars-avril dernier. La confirmation à son poste de Boubou Cissé intervient sur fond de mécontentement dans la capitale Bamako. Vendredi, une coalition hétéroclite emmenée par un leader religieux influent a fait descendre dans les rues de la capitale des dizaines de milliers de personnes réclamant la démission du président qu'ils jugent responsable de la profonde crise multiforme que le Mali traverse depuis 2012. Les manifestants ont dénoncé la grave dégradation sécuritaire du pays, meurtri par les attaques djihadistes et les violences intercommunautaires, la pauvreté, la défaillance des services publics ou encore la corruption, comme autant de maux dont ils jugent responsable le président actuel. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo rentrera-t-il bientôt en Côte d'Ivoire à la faveur de l'assouplissement de sa liberté conditionnelle accordée par la CPI? Une question à 1000 inconnus qui demeure sans réponse, mais sans attendre. Son ex-premier ministre, Pascal Affi-N'Guessan, affiche déjà les couleurs. L'homme vise l'élection présidentielle d'octobre prochain. Reportage. Premier chef de gouvernement de Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan préside depuis peu le Front populaire ivoirien, FPI, fondé par son ancien mentor, dont il plaide le retour au pays. Et pour cause, après plus de 7 ans de détention à la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo a été reconnu non coupable en janvier 2019 de crimes commis entre 2010 et 2011 lors des violences post-électorales. En liberté conditionnelle, dans l'attente d'un éventuel appel, il vient cependant de retrouver une liberté de mouvement. Forcément, il va revenir. Il ne peut pas rester éternellement hors de Côte d'Ivoire, d'autant qu'il est acquitté et que de toutes les manières, il sera déclaré libre de rentrer. Et je crois que c'est le cas d'ailleurs à l'heure actuelle, même si il est encore sous contrôle judiciaire. Mais ça, là, c'est une question de temps. Donc, il faut s'attendre à ce qu'à un moment ou à un autre, il revienne en Côte d'Ivoire. Et c'est ce moment-là qu'il faut préparer. S'il veut être président du parti, je suis prêt à le lui céder et à jouer le rôle de vice-président. S'il est en Côte d'Ivoire et qu'il est éligible, je suis prêt à l'accompagner dans la bataille électorale. Mais s'il n'est pas éligible, il faut que lui aussi s'engage à soutenir ma candidature. Malgré l'imminent retour de l'ancien président, Pascal Affi-N'Guessan n'exclut pas sa possible candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain avec ou sans l'autre faction du FPI baptisée les Gor, Gbagbo ou rien. Avec les Gor ou sans les Gor, le FPI sera présent aux élections avec un candidat. Et j'espère bien être celui-là. Que ce soit dans le cadre de l'unité ou dans le cadre actuel, je serai candidat et les militants décideront. Dans tous les cas, si je dois être candidat, ce serait le candidat du FPI. Sauf si il y a un autre candidat qui est choisi par les militants du FPI, voilà, du FPI, que nous incarnons.
L'ancien Premier ministre, qui garde des griefs contre la commission électorale indépendante, n'entend surtout pas rééditer la politique de la chaise vide. En République démocratique du Congo, une peine de 20 ans de prison a été requise par la justice contre Vital Kamerhe, allié politique et directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Dans ce procès anti-corruption sans précédent, Vital Kamerhe est poursuivi pour le détournement présumé de quelques 50 millions de dollars de fonds publics. 20 ans de travaux forcés et 10 ans de déchéance de ses droits civiques. Telle est la réquisition du procureur à l'encontre de Vital Kamerhe, jugé avec 2 co-accusés pour détournement de fonds publics. La même peine de 20 ans a été requise contre le premier des 2 co-accusés, l'entrepreneur libanais Jamal Sami, que le parquet souhaite voir quitter le territoire congolais à l'issue de sa peine. Une peine supplémentaire de 15 ans a également été requise contre Kamerhe et Sami pour corruption aggravée. Le cumul des peines ne doit cependant pas dépasser 20 ans de travaux forcés ou de servitude pénale. Le parquet a également demandé la confiscation des fonds sur les comptes bancaires de l'épouse de Vital Kamerhe, de la fille de celle-ci et d'un cousin de l'accusé, ainsi que la confiscation des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés pendant la période allant de janvier 2019 à ce jour. Dans ce procès sans précédent, l'allié politique et directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi est poursuivi pour le détournement présumé de quelques 50 millions de dollars de fonds publics. Cet agent devait financer un volet des travaux d'urgence du programme des 100 jours lancé par le chef de l'État à son arrivée au pouvoir. Au Sénégal, le service de la dette sera allégé de plus de 90 milliards de francs CFA cette année. Ceci grâce au moratoire décidé par les pays du G20. Pour le gouvernement sénégalais, il s'agit d'un ballon d'oxygène qui servira à lutter contre les conséquences de la pandémie de coronavirus. Voici les détails. Le service de la dette de l'État sénégalais sera allégé de quelques 90,57 milliards de francs CFA cette année grâce au moratoire décidé par les pays du G20. Dans un communiqué, le ministère sénégalais des Finances et du Budget a expliqué que cela se matérialisera par la suspension du paiement du principal et des intérêts dus à l'ensemble des créanciers du secteur bilatéral officiel entre le 1er juin 2020 et la fin de l'année, soit 13,51% du service de la dette extérieure dû en 2020. Le Sénégal entend affecter les budgets libérés au financement des dépenses sanitaires, sociales et économiques de son programme de résilience destiné à lutter contre les effets de la pandémie de Covid-19, alors que le pays a enregistré plus de 4500 cas de coronavirus et 54 décès. Le président Macky Sall avait salué le 17 avril dernier avec retenue la décision du G20 de suspendre la dette des pays les plus pauvres, parmi lesquels nombre d'États africains, mais il avait persisté à réclamer l'annulation de cette dette. Le Sénégal a toutefois réaffirmé son engagement à se conformer à l'ensemble de ses obligations contractuelles vis-à-vis des créanciers du secteur privé et assuré qu'il n'envisage pas d'étendre l'initiative de suspension du service de la dette à ces derniers. Une dizaine de migrants clandestins ont été enterrés au cimetière d'El Satni à Sfax après le naufrage de leur embarcation clandestine en route pour l'Italie. 52 corps au total ont été retrouvés au large de la Tunisie après cette nouvelle tragédie en Méditerranée. Il s'agit pour la plupart de personnes originaires d'Afrique subsaharienne. Voici les images. Après 3 jours de macabres recherches, 17 corps supplémentaires ont été récupérés jeudi au large de la Tunisie, faisant passer le bilan définitif à 52 morts, dont au moins 24 femmes. Ils étaient pour la plupart des migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Dès mardi, des pêcheurs avaient alerté les autorités tunisiennes après avoir découvert une vingtaine de cadavres flottants au large des îles Kerkena, près de la ville portuaire de Sfax, dans le centre-est de la Tunisie. La marine et les gardes-côtes ont alors dépêché des plongeurs et un hélicoptère et la plupart des corps ont été repêchés dans la même zone. Mais une personne est portée disparue. D'après des témoignages d'autres candidats à l'exil recueillis par les autorités, ces migrants se trouvaient à bord d'une embarcation partie de la région de Sfax en direction de l'Italie, dans la nuit du 4 au 5 juin, avec 53 personnes à bord. Cette nouvelle tragédie en Méditerranée est intervenue après une importante hausse des départs de Tunisie vers l'Europe, notamment de personnes originaires d'Afrique de l'Ouest selon l'ONU.
Le tribunal a conclu à un naufrage et une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier les organisateurs de cette traversée clandestine. Place à présent à la revue de presse. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. Crise née de la demande de démission d'IBK. Le Mali dans un cocktail d'incertitude, nous informe le Challenger. En effet, 22 septembre précise que les soutiens du président marchent à leur tour samedi pour répondre à Diko et les siens de la coalition. Grogne sociale écrit les Échos hebdo. IBK doit impérativement parler à son peuple, préconise le Canard. En attendant de s'adresser éventuellement à son peuple, IBK a renouvelé son équipe gouvernementale, nous informe l'indicateur du renouveau. Le quotidien précise que le docteur Boubou Cissé a été reconduit Premier ministre et sommé de former un nouveau gouvernement. En Côte d'Ivoire, on prend toujours au sérieux la menace Covid-19. Réunion du Conseil national de sécurité hier, écrit le jour. Ouattara maintient l'état d'urgence et la fermeture des frontières. Lutte contre Covid-19, écrit l'intelligent d'Abidjan. Récréation terminée jusqu'à fin juin 2020. Il n'y a plus de rassemblement de 200 personnes à Abidjan. Le nombre passe désormais à 50. Fraternité Matin apporte cette précision aussi à sa manchette. Lutte contre coronavirus, écrit-il. Les rassemblements à Abidjan ramenés à 50 personnes. Le Grand Abidjan reste isolé du reste du pays. Lutte contre Covid-19, le Cameroun est aussi en plein dedans. Cameroun Tribune nous informe que le Premier ministre remobilise son équipe dans le cadre du respect des mesures barrières. L'économie quotidienne publie la liste des secteurs qui ont enregistré plus de 50% de pertes d'emploi dues à la Covid-19. Au Togo, Liberté nous parle du sevrage des bénéficiaires de novicie dans le cadre de l'état d'urgence décrété par le gouvernement dans le cadre du coronavirus.